Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du Ross MK3. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai eu quelques problèmes lors du tournage de la vidéo avec ce Ross. Et je n'ai aucune séquence où je tire qui soit viable, que voulez-vous. Des fois on est maudit sur certaines armes et c'est bien dommage, car pouvoir tirer avec un Ross, c'est une chance assez rare. Donc je vous parlerai pas de mon expérience de tir avec ce fusil, mais heureusement j'ai suffisamment d'images en stock pour vous montrer que ce fusil fonctionne parfaitement. Et peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de le tester à nouveau. Le Ross MK3 est donc le fusil qui a équipé les troupes canadiennes durant la Grande Guerre. Enfin, en partie et jusqu'en 1916. Mais ça, on en reparlera. Il chambre donc le 303 British dans un magasin monopile de 5 coups. L'arme pèse quasiment 5 kg pour une longueur d'1,32 m, ce qui est assez conséquent, surtout comparé à un SMLE anglais. Et ce qu'on remarque immédiatement, c'est sa culasse à l'action rectiligne. Ça serait d'ailleurs ce qui en ferait sa force et en même temps sa faiblesse. Vous le voyez dans la vidéo en configuration de sniper avec une lunette Warner & Swasey modèle 1913. Mais avant de parler un peu plus du Ross MK3, il faut se plonger dans le contexte de l'époque, et ce contexte est celui de son pays, le Canada. Le Canada à la fin du 19e siècle est une colonie anglaise, nommée alors Dominion. Sur le principe, le pays est autonome, mais en temps de guerre, il est attendu que la colonie puisse fournir des troupes. L'armée canadienne est équipée comme les Anglais, à savoir le Lee Enfield MK1, chambré en 303 British. Jusque-là tout va bien, jusqu'au moment de la guerre des Boers en 1899. Enfin, la seconde guerre des Boers. L'Angleterre va demander au Canada de fournir des troupes, ce qui sera fait un peu en traînant des pieds à cause d'un conflit interne entre pro-anglais et canadiens français. Un contingent de 1000 hommes sera envoyé au début, suivi de 6000 volontaires un peu plus tard. Je vous épargne les détails du conflit, l'Angleterre sort vainqueur mais avec des pertes colossales face à des Boers qui étaient équipés de fusils à poudre sans fumée et système Mauser ou Mannlicher et surtout qui connaissaient parfaitement le terrain et qui menèrent une guerre d'usure comme je l'ai déjà évoqué dans ma vidéo sur l'histoire des snipers. Pour le Canada, c'est surtout son premier conflit en dehors de son territoire et la rencontre avec la hiérarchie militaire anglaise qui était à ce moment-là, comment dire, plutôt rigide et bornée. Après le conflit et devant les pertes en matériel, le Canada va naturellement demander à l'Angleterre de pouvoir refaire ses stocks. Mais les manufactures de BSA et Enfield sont déjà très occupées par leurs propres besoins. Les Canadiens demandent alors à pouvoir produire eux-mêmes des Lee Enfield. La réponse anglaise reste négative. Ils vont donc chercher une alternative. En attendant, il faut que je vous parle d'un certain Charles Ross. Sir Charles Ross est un noble anglais, ou plutôt écossais, né en 1872. Charles est un dandy grand, fort, beau et surtout très riche qui profite très largement de la vie. Mais il développe aussi une passion pour l'ingénierie et déposera des brevets dans des secteurs divers comme l'hydroélectricité ou partira investir dans la recherche minière en Chine et en même temps supervisera 2 distilleries sur son propre domaine. Bref, c'est un touche-à-tout et un bon vivant. Il s'intéressera à l'armement dès 1893, je rappelle qu'il n'a alors que 20 ans, avec un premier brevet pour un fusil avec une culasse à action rectiligne. Mais cette ébauche semble difficile à réaliser et reste à l'état de brevet. Il débarque alors au Canada en 1897 et investit dans une compagnie de tramway électrique sur rail à Vancouver. Bon, rien à voir avec les armes, mais dès son arrivée, il fonde une petite manufacture d'armes, cette fois-ci à Hartford au Connecticut, pour fabriquer son premier fusil, le modèle 1897. Alors malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce modèle 1897 car visiblement, il y a eu très peu de modèles produits et je n'ai trouvé aucune photo du modèle. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il s'agit d'un fusil à verrou avec une culasse rectiligne, ressemblant énormément à la culasse du Ster 1890. L'arme dispose d'un magasin de 4 cartouches de 303 British en pile unique. En 1900, il propose un nouveau modèle avec un nouvel extracteur, cette fois-ci à percuteur lancé. Bon, encore une fois, très peu de modèles ont été fabriqués, donc vous présenter cette arme est assez difficile. Mais 1900, c'est aussi l'année où Sir Charles Ross décide de se porter volontaire pour la guerre des Boers. Il y sera lieutenant et commandera une unité de mitrailleuses qu'il équipera même de ses propres fusils. C'est assez important dans l'histoire car il y rencontrera un certain Samuel Hughes,
commandant des forces canadiennes en Afrique du Sud. Ce dernier est un personnage assez particulier dans l'histoire du Canada. Je vous mets en lien en description pour en savoir plus. Ce qui est important, c'est que les deux hommes au tempérament similaire vont faire connaissance et se lier d'amitié. Samuel Hughes va entre autres découvrir aussi le fusil de Ross qui est à ce moment-là peut-être peu produit mais d'une grande qualité au tir. Et donc, après la guerre des bourgs en 1902, le Canada a besoin de refaire ses stocks de Lee Enfield. Mais la Grande-Bretagne refuse. Il reste alors deux options au gouvernement. Acheter des armes à un pays tiers, mais solution diplomatiquement délicate vis-à-vis de la couronne britannique. Construire une manufacture sur place et produire une arme canadienne. C'est là que Charles Ross va intervenir et sentir le filon. Il va tout simplement proposer d'adapter son modèle 1900 aux besoins militaires. Et pour cela, il propose en plus de construire à sa charge l'usine sur le territoire canadien et de n'embaucher que des Canadiens. Il faut savoir que Ross était depuis 1897 bien intégré dans les milieux industriels et politiques et que sa voix avait du poids. Mais encore mieux, il connaît aussi très bien celui qui sera en charge plus tard de mener une commission d'essai pour valider ou non l'adoption du fusil Ross 1900, Samuel Hughes. Ce dernier n'est alors pas ministre mais a du poids politiquement et surtout en ce qui concerne l'armée. C'est un vétéran de la guerre des bourgs et il se fera membre de toutes les commissions d'essai pour les faciliter en faveur du Ross. Ross va présenter au ministère de la Défense un modèle 1900 avec une crosse tout en longueur et un embouchoir adapté pour recevoir une baïonnette spécifique à l'arme. Il y aura quelques tests qui seront réalisés mais très sommaires. C'est surtout Samuel Hughes qui sera très enthousiasmé par le fusil et qui fera tout pour que l'arme soit adoptée, ce qui ne rata pas. En 1903, le fusil Ross est adopté sous la dénomination de MK1. Et pourtant, il y avait eu pas mal de défauts de remontée durant les tests, mais Hughes est un obstiné qui, placé à un niveau hiérarchique assez élevé, réussit à faire adopter un fusil malgré de nombreuses réticences. Ces arguments sont que l'adoption est assez urgente vis-à-vis du besoin de refaire les stocks et que les problèmes rencontrés pendant les tests peuvent être corrigés par la suite. Charles Ross installe donc son usine au Québec et commence à produire des fusils pour l'armée canadienne. J'ai parlé un peu avant du modèle 1900 pour les essais, mais en réalité le MK1 prend comme base le modèle 1903. Bon, à partir de là, je vais vous épargner les différentes versions et les différents modèles entre les versions commerciales et les militaires. J'aborderai plus en détail les différentes versions du MK2 quand j'aurai l'occasion de vous en présenter un. Et croyez-moi, il va falloir s'accrocher. Quant au MK1, il y a peu de chances que je réussisse à vous en présenter un exemplaire un jour. Ce qu'il faut retenir, c'est que Charles Ross continue de développer sur le plan commercial ses fusils. Si l'armée canadienne adopte en 1903 le MK1, qui est à la base le Sporter 1903, c'est sur le même principe que sera adopté le MK2, qui est sur la base du Sporter 1905, et puis le MK3, qui est sur la base du Sporter 1910. Il y a quand même un détail sur le MK1 et le MK2 que j'aimerais souligner. C'est que certes, ces fusils ont des magasins de 5 cartouches, comme la plupart des autres fusils d'infanterie, mais chose très originale, ils n'ont pas de clip. Ils sont équipés du système Harris. Ce système est franchement pas banal et j'espère pouvoir le présenter plus en détail un jour sur un MK2. Le principe est que vous avez un levier à l'avant qu'il faut abaisser. Cela joue sur le ressort du magasin et il ne vous reste plus qu'à laisser tomber les cartouches dans le magasin. Ouais, il suffit bien de laisser tomber les cartouches, vous n'avez aucune pression à exercer comme sur un magasin de fusil Mauser. C'est lorsque vous allez relâcher le levier à l'avant que le ressort va donc comprimer les cartouches et les mettre automatiquement en pile. Néanmoins, ce système sera abandonné sur le MK3, qui lui utilisera tout simplement les mêmes clips que pour le Lee Enfield. Ah oui, car je le rappelle, à ce moment-là, le Canada est sous domination anglaise. Et si les Anglais ont toléré que le Canada fabrique sa propre arme, la pilule passe mieux si l'arme canadienne chambrait la même cartouche et réutilise les mêmes lames chargeurs pour des raisons évidentes de logistique. Et je dirais même que si ce système Harris est ingénieux et nous semble très astucieux, il faut reconnaître que le clip de 5 cartouches, lui, reste tout de même extrêmement pratique. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui a conduit le Canada à passer du MK1 au MK3 en si peu de temps? Eh bien, comme je vous le disais un peu avant, le MK1 a été adopté trop rapidement et avait pas mal de défauts. Une hausse non adaptée, une extraction difficile des étuis à cause des tenons de la culasse, un embouchoir trop fragile qui avait tendance à se déformer lors des entraînements à la baïonnette, et pire, l'arrêtoire de culasse trop faible qui pouvait amener celle-ci à carrément sortir du fusil lorsque le fusil était frappé trop fort au sol. Au final, avec les retards de la mise en production en 1905, c'est seulement 10 000 fusils MK1 qui furent produits. Et comme Charles Ross proposait sur le marché civil une nouvelle version, le modèle 1905,
C'est bien celle-ci qui fut proposée pour le marché militaire sous la dénomination de MK2. Le MK2, lui, ne cessera d'être amélioré et modifié. Je ne m'attarde pas plus sur son cas, ça méritera une vidéo entière dédiée plus tard. Arrive donc le modèle commercial 1910 qui devient côté militaire le MK3, le fusil que je vous présente dans cette vidéo. L'action est renforcée et la culasse possède désormais 7 tenons à l'avant. La crosse est sur toute la longueur de l'arme et en une seule pièce. Le système Harris pour le magasin disparaît au profit d'un magasin simple pile en tôle embouti dépassant du profil de la crosse. Et le fusil adopte les clips anglais de SMLE. Une hausse universelle est choisie. Il s'agit peut-être de la hausse la plus fine en réglage que vous pourrez trouver sur un fusil de la Première Guerre mondiale. Vous avez une vis en haut et à droite pour régler parfaitement vos organes de visée, ce qui semble plutôt complexe pour une arme d'infanterie, mais très intéressant d'un point de vue tir sportif. Malheureusement, ce Ross MK3, aussi intéressant soit-il et jouissant d'une excellente qualité de fabrication, aura une très mauvaise réputation durant la Première Guerre mondiale. On peut pas dire que sa réputation avec les MK1 et MK2 eût été excellente dans l'armée canadienne, déjà avant la guerre. Mais jusqu'à présent, le Canada n'avait pas eu à les utiliser durant un conflit. 240 000 Ross MK3 équipèrent les troupes canadiennes en 1915, sur 600 000 hommes en France. Les troupes de seconde ligne comme les artilleurs seront équipées du MK2, voire même de l'Enfield datant de la guerre des Boers. Je suis sûr que parmi vous, si je vous dis fusil Ross, vous me répondrez qu'il s'agit d'un mauvais fusil, dont le mécanisme très fin de culasse rectiligne craignait tout élément extérieur, et particulièrement la boue des tranchées. Et vous n'auriez pas tort. En clair, ce fusil est magnifique, très bien fabriqué, est excellent en cible. Mais c'est pas une arme de combat. Plusieurs défauts seront remontés. Bon, déjà son encombrement. 5 kg et 1m32, vous imaginez bien que dans une tranchée, c'est loin d'être pratique. Les clips dans le magasin étaient très difficiles à insérer car la tôle de celui-ci est fine et se déforme facilement. Idem, imaginez des soldats dans une tranchée qui doivent en permanence faire attention à la taille de leur fusil, à faire attention au choc, et bien entendu à faire attention à la poussière et la boue. Ça devient tout de suite très compliqué. Et encore, ça ce sont les problèmes mineurs. La culasse, si elle est mal remontée, ne fera pas s'engager les tenons dans le boîtier lorsqu'elle sera verrouillée. Ce qui veut dire que lors du tir, la culasse n'est pas retenue par les tenons et est propulsée vers l'arrière. Imaginez que vous avez votre tête sur la crosse lors du tir. Il y a eu une série d'accidents, dont même un mort. Charles Ross proposera une amélioration pour éviter tout mauvais remontage de la culasse et empêcher ce genre d'incident. Mais vous voyez que ça ne participe pas du tout à améliorer la réputation du fusil Ross. Je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo de Forgotten Weapons sur ce problème de culasse, car vous verrez directement sur le fusil ce problème de culasse mal monté et les dégâts que cela peut occasionner. Le dernier problème, et pas des moindres, oui parce que se prendre une culasse dans la figure c'est une chose, mais là vous allez voir c'est assez fort. Les cartouches de 303 British fabriquées par l'Angleterre et parfaitement aptes à être utilisées dans les SMLE anglais ne sont pas du tout adaptées au fusil Ross. Si la chambre des SMLE est assez large et permet donc d'y mettre n'importe quelle cartouche de 303, même celle sortant des plus mauvaises manufactures, il en est tout autre pour le fusil Ross. Celui-ci a été développé certes dans le même calibre, mais les manufactures canadiennes ont un standard de fabrication bien plus élevé que leurs comparses britanniques. Ce qui en fait des munitions d'une grande régularité, que ce soit en vitesse, en poids des ogives ou en dimension. Elles jouissent donc d'une excellente réputation auprès des tireurs d'élite. Mais le fusil Ross a été développé avec cette munition, pas du tout avec les munitions anglaises. Donc le Ross qui fonctionnait très bien avec les 303 canadiennes, prend très mal les munitions anglaises. Il est relaté que durant la deuxième bataille d'Ypres du 22 avril 1915, alors que les Canadiens font face à une attaque allemande de grande envergure dans laquelle ces derniers utiliseront les gaz pour la première fois, les soldats canadiens se voient dans la plupart des cas incapables de pouvoir utiliser leurs fusils. Et pour cause, les stocks de munitions sont partagés entre les Anglais et les Canadiens, ce qui semble logique vu qu'ils combattent côte à côte. Tant et si bien que bon nombre de fusils Ross seront simplement abandonnés et les soldats récupéreront tant bien que mal des SMLE laissés ici et là par des soldats anglais décédés. Il était possible aussi que le soldat force sur la culasse pour faire chambrer la cartouche, mais cette force est difficile à exercer sur une culasse rectiligne. C'est tout aussi compliqué d'extraire une cartouche coincée et bon nombre de Canadiens vont simplement donner un gros coup de botte sur la culasse pour faire sortir la cartouche défectueuse. Sauf que cette fois-ci, un des tenons de verrouillage est envoyé violemment contre l'arrêteur de culasse et il se déforme.
À force, il ne rentre plus dans son logement de tenon et la culasse ne ferme plus. Et bref, il devient alors impossible de rechambrer une autre cartouche. Ce problème de compatibilité entre la cartouche anglaise et canadienne dans le fusil Ross va mettre des mois à être identifié. Pendant ce temps-là, les soldats dans les tranchées continuent à utiliser leur fusil Ross, ou du moins tentent de s'en débarrasser à la première occasion lorsqu'ils trouvent un SMLE anglais. Charles Ross, qui avait désormais la pression de l'état-major canadien pour trouver rapidement une solution, mit en place le fraisage de la chambre de ces fusils afin que n'importe quelle cartouche de 303 puisse chambrer dans l'arme. Les fusils Ross dont la chambre a été modifiée sont poinçonnés de 2 lettres, LC, pour Large Chamber. Mais nous sommes déjà en 1916 et la réputation du fusil Ross est désastreuse. Les soldats n'ont plus confiance en leurs fusils. Bien sûr, il y a des répercussions politiques et la presse britannique et canadienne parle de ce problème. Samuel Hughes, alors ministre de la Défense, reste obstiné et ne veut rien savoir. Pour lui, le fusil Ross reste sans problème, et pire, pour lui le fusil n'a pas de problème. Ce sont les utilisateurs qui ne savent pas s'en servir correctement. Malgré des protestations du commandant en chef de la force expéditionnaire canadienne, qui demande purement et simplement de retirer tous les fusils Ross du service, Samuel Hughes reste borné. Le commandant va démissionner de ses fonctions et son remplaçant va ordonner le retrait du fusil Ross MK3 en juillet 1916, contre l'avis de Samuel Hughes, alors ministre. Hughes réagit très mal et cela crée une énorme polémique au Canada et il est remercié, pour ne pas dire viré, par le Premier ministre en novembre 1916. Le fusil Ross MK3 est officiellement retiré du service fin 1916 pour être remplacé par les SMLE anglais, seulement après 5 ans d'adoption. Quant à Charles Ross, il arrivera à s'en tirer grâce à l'argument des munitions anglaises et que son fusil n'était pas prévu initialement pour les accepter. Son usine est réquisitionnée en 1917 pour devenir la Dominion Rifle Factory et il recevra une somme très confortable en dédommagement. Sa carrière d'armurier s'arrête là. Et oui, le fusil Ross, tout modèle confondu, c'est une épopée de seulement 20 ans, entre 1897 et 1917. Mais si le Ross MK3 a été retiré du service en 1916, certaines unités, eux, le conservèrent bien précieusement. Les tireurs d'élite. Oui, car si le fusil n'était pas taillé pour les aléas du champ de bataille, il n'en était pas moins une arme extrêmement précise. Du moins avec des cartouches canadiennes. Que les tireurs choisiront, bien entendu. Et les problèmes liés à l'encombrement ou au magasin en tôle fragile au final sont balayés quand l'arme est entre les mains d'un tireur soigneux et expérimenté. Les tireurs d'élite canadiens seront assez libres d'équiper leurs fusils comme ils le souhaitent. Les crosses sont parfois raccourcies et les bois sur l'avant du canon aussi, comme on peut le voir sur certaines photos d'époque. Il y a eu quelques montages avec des lunettes Winchester A5, lunettes dont j'ai déjà parlé sur ma vidéo sur le fusil Lebel de tireur d'élite. Mais la lunette qui est rencontrée le plus souvent est celle que je vous montre dans cette vidéo, la Warner & Swazy M1913. Bon, même chose, j'ai déjà parlé de cette lunette dans la vidéo sur le Springfield 1903. Je ne reviendrai donc pas trop dessus. Mais brièvement, c'est une lunette prismatique à grossissement x6 avec une simple croix en guise de réticule. Malheureusement, cette lunette n'offre pas que des avantages et le principal inconvénient, c'est un poids important. Ça ne serait pas aussi pénalisant si la lunette était posée sur le dessus de l'arme, mais avec son montage déporté, cela déséquilibre vraiment le fusil lorsque vous le tenez pour tirer. Vous rajoutez à cela des problèmes récurrents de poussière dans la lentille et une bonnette qui vient frapper le visage du tireur à chaque tir. Bref, cette Warner & Swazy n'est pas une bonne lunette, mais malgré tout, elle sera conservée durant toute la guerre par les tireurs canadiens, et même jusque durant la Seconde Guerre. Les exemplaires restant dans leur configuration initiale sont aujourd'hui rarissimes. Le fusil présenté dans la vidéo est un remontage, mais avec une lunette originale bien sûr. C'est donc plutôt exceptionnel de pouvoir présenter une telle configuration au tir.
Si je vous demande de me citer le tireur d'élite le plus prolifique de la Première Guerre mondiale, je suis sûr que certains d'entre vous le connaissent. Francis Pegama-Gabao. Eh oui, le plus grand tireur d'élite de la Première Guerre mondiale était canadien et armé d'un fusil Ross MK3. Francis, dit Peggy, est un Indien de la tribu des Ojibwe. Au début du conflit, le Canada décourage les peuples autochtones et les minorités ethniques à s'engager. Malgré cela, Peggy va se porter volontaire dès 1914. Il débarque en France en 1915 et participe à la seconde bataille d'Ypres d'avril 1915, dont j'ai déjà parlé précédemment. On peut dire qu'il a un parcours impressionnant car il participera plus tard à la bataille de la Somme en 1916, où il sera blessé par balle à la jambe. Mais retournera au combat pour ensuite participer à la bataille de Passchendaele en 1917. Cette année-là, il contractera une pneumonie qui l'affaiblira encore avec des douleurs permanentes dans la poitrine. Néanmoins, il retournera encore au service pour être présent lors de la bataille d'Amiens, puis de la seconde bataille d'Arras en 1918. Il aura combattu presque toute la guerre, aura été blessé plusieurs fois et sera l'un des soldats canadiens les plus décorés de la Première Guerre mondiale. On lui octroie 378 victimes dans le camp adverse et la capture de 300 prisonniers allemands. Ce qui en fait même encore aujourd'hui un des tireurs d'élite les plus performants de toute l'histoire des snipers. Plusieurs particularités de Peggy, c'est que déjà il n'utilisait pas de lunettes sur son fusil. C'est intéressant à souligner car c'est aussi ce que fera un autre grand sniper finlandais, Simo Häyhä. Ah oui, deux des plus grands tireurs d'élite de tous les temps n'utilisaient pas de lunettes sur leur fusil. Autre point, c'est que ses croyances spirituelles le poussent dans des missions à risquer sa vie. Il pense simplement qu'il est protégé, notamment grâce à un petit sac de guérisseur qu'un Indien de sa tribu lui avait donné avant de partir pour l'Europe. Il portait aussi des mocassins qui étaient beaucoup plus silencieux que les bottes de l'armée. Ainsi, Francis Pegama-Gabao arrivait à se faufiler dans le No Man's Land, mais pas que pour tuer des amants. Non, je vous renvoie à ma vidéo où je traite de l'histoire des snipers. Il ne s'agit pas que de personnes ayant pour but de tuer le plus d'ennemis. Il s'agit avant tout d'éclaireurs, qui sont là pour recueillir des informations sur le terrain. Et visiblement, Peggy était très doué pour cela, en plus de son aptitude naturelle au tir. Le fusil Ross MK3 a une durée de vie limitée. Conçu plus comme une arme pour le tir de compétition que comme une arme de combat, il souffrit d'une très mauvaise réputation durant la Première Guerre mondiale. Réputation justifiée, mais en grande partie à cause des munitions anglaises non compatibles. Il fut tout de même utilisé avec efficacité dans les mains expertes des tireurs d'élite. D'autres pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni achèteront des Ross MK3 pour combler des manques, mais ne seront pas vraiment utilisés. Le dernier sursaut du fusil Ross, c'est son apparition au championnat olympique de Melbourne en 1956. Dans l'équipe russe. La trace est difficile à suivre, mais l'armée soviétique mit la main sur des stocks de Ross MK3, peut-être vendus par les Anglais après-guerre ou récupérés lors des guerres civiles en Estonie, Lituanie ou Lettonie. Bref, ce Ross MK3 de compétition, nommé alors fusil MTS-17, est chambré bien évidemment en 7,62 par 54R. Les quelques exemplaires survivants aujourd'hui sont simplement devenus des armes de chasse. On peut pas dire que l'histoire du fusil Ross fut une réussite, et pourtant il n'en demeure pas moins qu'il s'agit pour nous aujourd'hui d'excellents fusils sur le pas de tir. La hausse est très fine, la culasse est fluide et la précision au rendez-vous. Néanmoins, il est vrai que le fusil est lourd, surtout à cause de son canon, qui fait pencher vers l'avant le point d'équilibre. On reparlera plus en détail du Ross MK3 au tir dans une prochaine vidéo où on le mettra en face à face avec un autre fusil de tireur d'élite de la Première Guerre mondiale. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je tiens bien sûr à remercier l'heureux propriétaire de ce Ross MK3 qui m'a permis d'essayer son arme. D'ailleurs, cette vidéo est basée exclusivement sur un article qu'il a publié sur le forum Tir Collection, donc je mets un lien dans la description et allez y faire un tour pour voir ce qui est, je pense, la meilleure documentation en français sur les fusils Ross. Car oui, la documentation sur le sujet, même anglophone, est très difficile à obtenir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager la vidéo, ça aide au référencement de celle-ci. Et à très bientôt!